Les experts commencent à parler d'une autre crise potentielle du marché des repos, comme celle que nous avons vue en septembre 2019, ce qui pourrait entraîner une crise de liquidité, comme nous l'avons vu lors de l'éclatement de la bulle Internet et de la crise financière mondiale. On dirait le scénario de l'an 2000, où la Réserve fédérale a inondé le système de liquidités avant l'an 2000, puis elle a retiré ces liquidités, entraînant une vente massive dans le secteur technologique, et approchons d'une situation similaire. Est-ce que ce qui se passe en ce moment dans le système financier pourrait mener à une autre catastrophe? Je vais répondre à cette question pour vous tout de suite en 3 étapes simples et rapides. Étape numéro 1, passons en revue ce qui se passe avec la facilité de reverse, repo, de la Réserve fédérale. Nous commençons avec un graphique, la date du jour. Remontant jusqu'en 2020, à gauche, nous allons de 0 jusqu'à 2,8. 8 trillions de dollars, billion. Et avant 2020, le premier mécanisme de pension inversée était un peu utilisé. Et puis, après la crise de l'enquête, ou pendant la crise de l'enquête, pas grand-chose, mais lorsque la Fed a commencé à augmenter ses taux, c'est à ce moment-là que nous avons vu l'utilisation de la facilité de pension inversée de la Fed exploser, passant de 0 à près de 2,8 billions de dollars. Et j'aime comment ces graphiques vous font toujours un petit doigt d'honneur avant de continuer et s'effondrer à travers l'ancien Wild Air. Moment, Coyote. Et cela nous amène à environ 2024, où cela continue de diminuer, mais à un rythme moins rapide. Et nous arrivons à la date d'aujourd'hui où nous sommes tombés en dessous de 100 milliards de dollars. Et c'est significatif. Donc, beaucoup d'entre vous se demandent peut-être en ce moment, d'accord, Georges, j'ai compris. Pourquoi? Est-ce si important? Ou les experts, pourquoi disent-ils que c'est un gros problème? D'accord. Eh bien, beaucoup d'entre eux diraient que tout cet argent, ces 2,8 trillions qui ont été accumulés dans la facilité de reverse repo, n'était que de l'argent excédentaire. Juste assis là sur le banc de touche, et lorsque les taux des bons du Trésor, en d'autres termes, les États-Unis, la dette gouvernementale à court terme, a atteint un certain niveau, eh bien, cela aurait drainé tout cet argent du compte. Donc, il y avait toute cette poudre sèche, en gros, qui était juste assise là, attendant d'absorber toute cette dette gouvernementale qui était émise par Janet Yellen. Donc, si cet argent est épuisé, qui va acheter les bons du Trésor à court terme? Les États-Unis, la dette gouvernementale? Il n'y aura pas d'acheteurs, ou du moins la demande va diminuer. Donc, les taux d'intérêt vont augmenter, ce qui va mettre un gros bâton dans les roues dans le système financier, ce qui pourrait amener la Fed à intervenir et à faire à nouveau du quantitative easing. Mais l'acheteur de bons du Trésor à court terme n'est pas le seul problème. Rappelons-nous, le marché pense, ou la plupart des experts croient, que les réserves bancaires équivalent liquidité. Donc, plus nous avons de réserves bancaires sur le bilan de la Fed, dans les comptes de réserve des grandes banques, plus nous avons de liquidités en dollars, nous en avons. Et donc, bien sûr, moins il y a de réserves bancaires, moins nous avons de liquidités. Et beaucoup de ces experts pensent que le gros problème qu'on a eu sur le marché des repos le 19 septembre était le résultat d'un manque de liquidité ou d'un manque de cash. D'accord. Maintenant que nous comprenons ce cadre, allons un peu plus loin. Parce que la Fed a fait du QT, l'opposé du QE, où elle a réduit la taille de son bilan. Il laisse ces bons du Trésor arriver à maturité et sortir de leur bilan. Donc, s'ils n'achètent pas plus pour remplacer les bons du Trésor qui arrivent à maturité, ils retirent ces réserves bancaires ou liquidités du système. Et on pourrait dire la même chose pour le TGA. Si Janet Yellen ou maintenant Scott Bessent augmentent le niveau du TGA, cela retirerait également des réserves des comptes des grandes banques. Mais ce qui s'est passé, c'est que les environ 2,8 trillions ont été retirés des opérations de reverse repo et sont allés où? Dans les comptes de réserve des grandes banques. Alors, réfléchissons à cela. Alors que la Fed réduit
le montant des réserves bancaires dans le système en faisant du resserrement quantitatif, le drainage des reverse repos, augmente la quantité de réserves bancaires. Ces comptes, leurs passifs, la Fed, qui sont des actifs des grandes banques. Donc, vous avez cette situation où la diminution du compte de reverse repo compense. En fait, le QT que la Fed effectue, donc en gros, le montant des réserves bancaires reste à peu près le même. Ou, une autre façon de le dire est, il ne draine pas la liquidité du système comme il le ferait autrement s'il faisait simplement du resserrement quantitatif sans que l'argent ne sorte du compte de reverse repo. Mais maintenant, réfléchissons à l'étape suivante. Si vous n'avez plus le compte de reverse repo qui compense le resserrement quantitatif et que la Fed continue avec le QT, alors vous allez avoir cela continuer à descendre à un point où nous pourrions atteindre des niveaux dangereux. Des niveaux que nous avons vus lors du pic de reverse repo du 19 septembre qui a failli exploser l'ensemble du système financier. Maintenant, je veux être très clair. Ce que je fais, c'est que j'explique l'argument de ces experts qui disent que cela pourrait être un gros problème. Cela peut ou non être mon avis. Je vais révéler exactement ce que je pense à l'étape numéro 3. Donc, vous devez rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo. Étape numéro 2. Maintenant, passons à quelque chose de très mystérieux. Pourquoi diable tout cet argent est-il allé dans le compte de reverse repo pour commencer? Et pourquoi est-il sorti? Pour essayer de répondre à cette question, commençons par regarder un graphique de Lance Roberts. Je crois que c'est son site, realinvestmentadvice.com. Et je vais travailler dans, sans jeu de mots, l'ordre inverse. Nous allons commencer par examiner la baisse et cela est représenté ou le solde de ce compte est représenté par cette ligne verte. Donc la baisse commence, disons, au milieu de 2023. Après l'énorme effondrement bancaire avec Silicon Valley Bank, First Republic, Credit Suisse, etc. Donc, pendant cette période, vous voyez le taux d'intérêt sur le T-bill d'un mois qui est la ligne rouge. Dépassé, largement dépassé, où le taux de RRP était ce qui est représenté par cette ligne bleue. Donc encore une fois, le taux de RRP est le taux d'intérêt que la Fed paye pour l'argent stationné dans cette installation. Donc si le taux des T-bills dépasse cela, naturellement, comme vous pouvez vous y attendre, tous ces gestionnaires prendraient l'argent et le déplaceraient vers les T-bills pour empocher les 10, 15, 20 points de base supplémentaires. Donc cela a beaucoup de sens, mais ce qui n'a absolument aucun sens, c'est pourquoi l'argent a été dirigé vers cette installation. Pour commencer, donc nous voyons cela commencer juste dans la seconde moitié de 2021 et ça devient juste parabolique jusqu'à ce que nous arrivions au début de 2022. Alors, dans l'étape numéro 1, je me suis légèrement trompé. Rappelez-vous, je disais que les taux d'intérêt augmentaient, mais c'était vraiment la seconde moitié de cette augmentation qui a fait passer le solde de, disons, 2 trillions de dollars à presque 2,8 trillions de dollars. Mais le premier pic à la hausse se produisait lorsque les taux d'intérêt, le taux des fonds fédéraux, étaient encore à 0. Maintenant, l'argument principal sur pourquoi nous avons vu ces soldes exploser dans le compte de reverse repo de la Fed était parce que les fonds du marché monétaire, qui représentent environ 95% des acteurs ici, étaient juste inondés d'unités monétaires provenant des chèques STEMI, des dépenses gouvernementales, etc. Et ils n'avaient nulle part où placer cet argent autre que sur le bilan de la Fed, ce qui, en soi, n'a pas beaucoup de sens, parce qu'ils auraient simplement pu acheter des T-bills, comme ils le font toujours. Donc, c'est le premier signal d'alarme, si vous voulez. Maintenant, on pourrait avancer l'argument que, peut-être que le compte de reverse repo à l'époque était plus élevé que ce que vous obtenez sur les T-bills. Mais si nous regardons le graphique de Lance,
nous pouvons voir que la ligne rouge et la ligne bleue sont pratiquement identiques. Cette première montée entière du solde de l'installation de reverse repo. Et une autre chose qui n'a pas de sens, c'est si nous regardons réellement le montant d'argent dans les fonds du marché monétaire pendant cette période. Nous ne voyons pas de pic. Regardez cela depuis le deuxième trimestre de 2021. Les 12 mois suivants, nous voyons que le montant d'argent dans ces fonds est pratiquement stable. Et la raison pour laquelle j'utilise cette période d'un an ou de 12 mois, c'est parce que, encore une fois, c'est à ce moment-là que vous voyez la forte montée ou la montée initiale du solde du compte de reverse repo. Donc, la principale conclusion ici est que, bien qu'il y ait une certaine explication, quant à la raison pour laquelle les fonds sont en train de s'épuiser, à mon avis, il n'y a aucune explication sur pourquoi les fonds y sont allés en premier lieu. Il manque beaucoup de pièces au puzzle. Donc, je peux vous assurer que tout ce que vous entendez comme explication dans les médias traditionnels est complètement faux. Étape numéro 3. Alors, est-ce que je pense que cela va mener à une crise de liquidité ou peut-être, plus spécifiquement, une crise du marché des repos comme nous l'avons vu en septembre 2019? Eh bien, ma réponse pourrait surprendre beaucoup d'entre vous parce que mon scénario de base, c'est non, absolument pas. Et je vais vous dire pourquoi. Commençons par un graphique avant le QE. Donc, vers 2007-2008, en remontant jusqu'en 1940. Maintenant, ce graphique va choquer beaucoup d'entre vous. Alors, assurez-vous d'être assis pour celui-ci. Je ne veux pas que vous ayez une crise cardiaque. À gauche, nous passons de 0 à 100 milliards de dollars. Maintenant, vous vous demandez peut-être, Georges, qu'est-ce que ce graphique? Je ne le reconnais pas. Ça ressemble un peu à un sous-marin ou quelque chose comme ça. C'est en fait les réserves bancaires qui étaient dans le système. Rappelez-vous, c'est censé être le robinet de liquidité de la Fed et c'est supposé être ce dont tout le système monétaire a besoin pour fonctionner. Et le manque de URSLA égale ça. Et potentiellement ça. N'est-ce pas? C'est le récit dominant, c'est l'argument que tous ces experts vous donnent. Eh bien, comme vous le verrez, si nous remontons dans l'histoire, l'argument est très difficile à soutenir. Donc, en 1940, le montant des réserves bancaires dans le système était d'environ 10 milliards de dollars. Avec B. Ensuite, nous avançons rapidement jusqu'en 1950, où nous atteignons peut-être 20 milliards ou un peu plus, et c'est très important. On en reparle dans un instant. Et ensuite, nous arrivons aux années 1970, ou plutôt en 1970, et nous sommes juste autour de 30 milliards. Rappelez-vous, c'est en 1971 que nous sommes sortis de l'étalon or. Nous n'étions donc plus contraints d'imprimer toute cette monnaie fiduciaire, ce que vous supposeriez nécessiterait beaucoup de les réserves bancaires à la Fed, au centre du système monétaire. Mais qu'est-ce qu'on a vu à partir de 1910? En 2007-2008, le montant des réserves bancaires a augmenté de manière spectaculaire, 10 milliards de dollars. Et c'est à ce moment-là que nous avons abandonné l'étalon or et qu'il y avait toute cette folie avec l'impression de monnaie fiduciaire pour la première fois. Mais ça devient beaucoup plus intéressant. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Rappelez-vous, j'ai parlé de 1959. Eh bien, c'est une date importante. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que la Réserve fédérale a commencé à inclure les espèces en coffre-fort avec
les réserves bancaires. Vous voyez, avant 1959, cette ligne rouge représente simplement le montant des réserves électroniques. Cela n'incluait pas les liquidités en coffre. Alors pourquoi est-ce si important? Parce que si les banques utilisent réellement les réserves bancaires comme liquidité, cela impliquerait qu'elles les utilisent pour régler des transactions. Eh bien, je peux vous l'assurer, JP Morgan, Wells Fargo et Bank of America n'utilisent pas de morceaux de papier vert, en d'autres termes, de l'argent liquide pour régler des transactions entre banques. Ils n'utilisent que ces morceaux de papier vert. Donc, si vous allez à votre agence locale et que vous dites « Hey, je veux 500 $ en espèces » ou si vous allez au distributeur automatique, ils ont l'argent liquide. Mais encore une fois, pour le règlement interbancaire, ils n'utilisent pas de morceaux de papier vert. Ils utilisent les réserves électroniques. Donc, si nous voulons vraiment prendre au sérieux la liquidité que la Fed fournit, soi-disant, avec les réserves bancaires, nous devons nous concentrer de manière hyper précise sur les réserves électroniques. Remarquez cette ligne noire. Ça passe d'environ, disons, 20 milliards ou quelque chose comme ça en 1959. Jusqu'à 10 milliards. Et j'aimerais souligner que c'est exactement le même niveau qu'on avait exactement en 1940. Vous vous demandez peut-être, Georges, que représente cette ligne noire? C'est la quantité de données électroniques que nous avons, les réserves bancaires qui figuraient dans les bilans de la Fed, dans les comptes des mégabanques. Donc, ce que je dis ici, c'est que si vous croyez que c'est de la véritable liquidité, alors vous devez y croire. Le montant de liquidité dans le système, de 1959 à 2007, 2008 a en fait diminué. Maintenant, n'importe quel élève de CE2, je peux vous dire que c'est impossible. L'offre monétaire M2 en 2008 était de 7,5 trillions et c'est juste aux États-Unis, au niveau mondial, le montant de dollars peut être 30, 40 trillions. C'est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé qu'en 1959. Donc, la conclusion est que cela n'a pas d'importance pour la liquidité parce que la Fed ne le fait pas créer de la liquidité à la fin de la journée. Ce sont les banques commerciales. Les banques commerciales créent la liquidité pour le système financier. Et si vous avez besoin de preuves, je vous donne simplement le fait que le montant des réserves de 1940 à 2008 n'a pas du tout changé. Et de 59 à 2008, elles ont, en fait, diminué alors que le système monétaire a explosé. À la hausse. Alors encore quoi? Cela signifie que les banques commerciales elles-mêmes créent toute la liquidité dont elles ont besoin, peu importe ce qui se passe avec le bilan de la Fed. Plus précisément, peu importe ce qui se passe avec la facilité de reverse repo. Salut les gars, je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister au Rebel Capitalist Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille. À toute épreuve, cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie, et cela vous aide aussi à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées. Chers rebelles capitalistes, c'est à Orlando du 23 au 25. Mais les intervenants des années passées ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus rapidement possible et pour découvrir qui parle à la Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première. Si vous prenez vos billets tôt, vous pouvez bénéficier d'une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas
Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et prenez vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai